suite ce mardi d'une semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent au racisme au pluriel. Après Dominique Sopo, notre invité d'hier, venu dire le lien réversible de cause à effet qui existe entre racisme et communautarisme, c'est aujourd'hui Michel Vieviorca, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et auteur notamment de L'antisémitisme est-il de retour dans la collection À dire vrai chez Larousse, qui est aujourd'hui donc notre invité. C'est effectivement de l'antisémitisme qu'il sera question aujourd'hui et des nouvelles formes que prend cette bête immonde. Bonjour Michel Vieviorca. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur France Culture. On va commencer cette émission en repartant d'un problème qui avait été posé hier par Dominique Sopo sur la différence, en tout cas la nuance qu'il fallait apporter pour distinguer racisme et antisémitisme, et je voudrais le faire à la faveur d'un texte de Vladimir Jankélévitch qu'on trouve dans quelque part dans l'Inachevé, qui dit ceci, et je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Le racisme, dit Jankélévitch, est d'abord un complexe de supériorité stupide, notamment du blanc par rapport au noir. Et ensuite, c'est la haine simpliste qu'on éprouve pour l'autre dans tous les cas où cet autre est manifestement autre, où son altérité est visible au premier coup d'œil. L'antisémitisme s'adresse à un autre imperceptiblement autre. Il exprime l'inquiétude que le non-juif éprouve devant cet autre presque indiscernable de lui-même, le malaise du semblable vis-à-vis du presque semblable, la proximité lointaine où évolue pour nous celui qui n'est ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, et la zone frontière la plus scabreuse, la zone de la tension passionnelle par excellence. C'est la zone où cohabitent les peuples frères et les peuples ennemis, et les frères ennemis, le juif, conclut Jankélévitch, et le frère ennemi. Qu'en dites-vous? Je pense que c'est daté. Je pense que c'est daté et qu'il faut accepter de reconnaître qu'il parle aussi bien d'un racisme classique qui continue d'exister mais qui est en partie dépassé par des nouvelles formes de racisme et d'un antisémitisme classique qui lui aussi est en partie dépassé par des nouvelles formes. Alors, il faut être un tout petit peu plus concret. Je vais l'être. L'antisémitisme classique, c'est-à-dire... Alors, l'antisémitisme classique, c'est ce qu'il décrit. C'est ce qu'il décrit et que beaucoup d'autres ont décrit. Les sociologues aiment bien citer Simmel, qui était sociologue philosophe allemand, qui a écrit un texte, très célèbre, traduit en français sous le titre Digression sur l'étranger, dans lequel Simmel décrit l'étranger. Il parle du juif, proche et lointain, ici et là, etc. On retrouve ici la proximité lointaine, tout à fait. C'est oxymores chers à Jankélévitch. Ouais. Mais aujourd'hui, qui est juif? Aujourd'hui, d'abord les habitants de l'État d'Israël. Ils sont pas spécialement... Pas une partie d'entre eux. Exactement, une partie d'entre eux. Je laisse de côté, effectivement, dans ce que je suis en train de vous décrire. Rappelons qu'il y a 1 million d'Arabes israéliens. Bien entendu. Donc, mais non, les juifs israéliens ne sont pas du tout conformes au modèle Jankélévitch, si je peux le dire comme ça, ce qu'avait très bien compris d'ailleurs il y a déjà longtemps George Friedman, qui avait écrit un livre sur le thème Fin du peuple juif, à propos de Israël. Mais aussi, regardez, dans un pays comme la France ou les États-Unis. Je ne dis pas que c'est le cas de tous les juifs, mais un certain nombre d'entre eux sont particulièrement visibles dans l'espace public. On parle beaucoup du communautarisme pour le dénoncer. Eric Cohen, qui est un sociologue israélien, a publié une étude il y a 2-3 ans qui montre de façon spectaculaire qu'il y a une communautarisation des Juifs de France. Donc, le monde juif se transforme, le regard sur les Juifs se transforme, la haine des Juifs se transforme, et le Juif n'est plus seulement cette figure un peu diaphane qu'évoque ou ambivalente que décrit Jankélévitch. Maintenant, tournons-nous du côté du racisme. Attendez, parce qu'on va revenir quand même sur cette question. Est-ce que, pardonnez-moi, Michel Vieviorca, juste un point. Est-ce que la communautarisation, le mouvement de communautarisation qui est incontestable, n'est pas ce qui, justement, alors rendrait raison et à Jankélévitch et à Sartre, qui de ce point de vue a une thèse un peu semblable, est-ce que ce mouvement de communautarisation n'est pas l'effet d'une volonté d'essentialiser le juif? En somme, est-ce que la communauté, le judaïsme comme communauté, ne s'est pas également constitué ou reconstitué sous l'effet d'une volonté de désigner le juif ou de fabriquer le juif? C'est peut-être faire trop d'honneur aux antisémites que de réfléchir comme ça. Moi, je pense qu'il y a eu dans ce mouvement de communautarisation, d'ethnicisation, dit-on parfois, de visibilité plus grande des Juifs en France, mais pas seulement, qu'il y a quelque chose qui ne se réduit pas au regard
qui est portée sur les Juifs, c'est la thèse classique de Jean-Paul Sartre. Et par conséquent, je pense qu'il y a aussi le travail des Juifs sur eux-mêmes, les transformations. Les Juifs ne sont pas spécialement aliénés lorsqu'ils s'affirment de manière communautaire. Ils ne se définissent pas seulement par le regard de l'autre. Si des gens disent je suis juif Lubavitch et je veux vivre de façon très nette en fonction d'un certain nombre de préceptes et de manière communautaire, ben, s'ils disent ça, c'est pas parce qu'on les a regardés d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas pas seulement. Et donc, je crois qu'il faut accepter l'idée que le monde juif, comme beaucoup d'autres, c'est pas. Mais en France, ça a une valeur assez paradigmatique et un peu ennuyeuse pour tous les tenants d'un républicanisme pur et dur. Il faut accepter l'idée que le monde juif est en partie, je dis bien en partie, car les choses sont compliquées, sorti du modèle républicain classique et de ce modèle qui leur disait soyez juifs en privé, mais pas en public, pas dans l'espace public, et que l'antisémitisme évolue aussi en fonction de cette transformation. Mais alors, Jean Kelevitch, que vous trouviez daté, dont vous trouvez que la position date dans la mesure où, dans ce texte, il ne prend pas en compte une volonté qui serait propre à la communauté juive elle-même ou au judaïsme comme communauté donc lui-même de revendiquer une essence dans un autre texte qu'on va entendre maintenant, un texte intitulé Ressembler, dissembler, extrait d'un recueil qui s'appelle Source, revient justement sur cette question en expliquant à la fois, en reprenant à la fois l'argumentaire sartrien du juif comme une fabrication de toute pièce de l'antisémitisme et de l'antisémite, et en même temps une volonté de la part du juif, d'être juif, c'est-à-dire de correspondre presque à ce qu'on pourrait appeler une essence, c'est-à-dire de souscrire presque à cette métaphysique du judaïsme qui pourtant ferait le bonheur de l'antisémite. Écoutez. L'homme juif est 2 fois absent de lui-même, et en cela on pourrait dire qu'il est l'homme par excellence, qu'il est 2 fois homme. 2 fois plus humain qu'un autre homme par ce pouvoir d'être absent de soi-même et d'être un autre que soi. L'homme n'est un homme que parce qu'il devient sans cesse ce qu'il est et parce qu'il est de ce fait sans cesse un autre. Mais il y a dans le fait d'être juif un exposant supplémentaire d'altérité qui réside dans le fait d'échapper à toute définition. Nous qui revendiquons notre judaïsme, qui tentons de le retrouver en nous, dans sa dimension essentielle, nous protestons lorsqu'on nous définit par cette qualité de juif, et nous estimons que c'est une des marques de l'antisémitisme de considérer le juif comme juif et de ne vouloir le considérer que comme tel. C'est une des marques de l'antisémitisme que de vouloir enfermer le juif dans son étroitesse juive, de ne le définir que par cette qualité, que pourtant nous revendiquons. Comment se fait-il que les antisémites qui, après tout, abondent dans notre sens en nous parquant dans le judaïsme, méconnaissent aussi profondément l'essence du judaïsme? Ils devraient être nos meilleurs amis. En ce sens, Hitler serait un bienfaiteur du peuple juif. Il a permis à bon nombre d'entre nous de prendre conscience de leur judaïsme. Et cependant, les antisémites sont profondément, subtilement, machiavéliquement, disons, diaboliquement antisémites, en ce sens qu'ils nous refusent la marque essentielle de l'esprit juif, qui est de ne pas être seulement juif, d'être aussi un autre que soi. Ce que nous refusent les antisémites, c'est de n'être pas seulement nous-mêmes. Leur subtilité machiavélique est dans la clôture du juif. Michel Vivorca est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance aujourd'hui pour évoquer la question de l'antisémitisme dans le cadre d'une semaine que les Nouveaux Chemins de la Connaissance consacrent au racisme. On vient d'entendre Michel Vivorca, on entend toujours là une musique de Shostakovich, une chanson, une poésie populaire juive chantée par un trio. Mais avant cela, un texte de Jean Kelevitch tout à fait compliqué et intéressant, dans lequel il marque à la fois une dimension essentielle du judaïsme qu'il s'agirait de revendiquer, et en même temps l'indice de la sottise et de l'étroitesse de l'antisémitisme qui est d'assigner aux juifs une essence. C'est étrange de faire tenir ces deux éléments. Oui, mais je trouve ça très intéressant,
Et je pense d'ailleurs, mais je n'ai pas le texte sous les yeux, mais je pense que si on reprenait le Sartre des réflexions sur la question juive, on s'apercevrait qu'on a tort de le réduire uniquement à cette image de Sartre a dit que le juif se définit par le regard de l'autre, point final. Donc il y a peut-être un petit peu de Yankelevitch aussi chez Sartre, je le dis au passage. Mais revenons à ce texte. Moi, ce qui m'intéresse dans cette image très complexe, je vais le dire dans un autre vocabulaire, mais enfin, le juif est à la fois ce que l'autre dit qu'il est et ce que lui-même dit qu'il est. On peut le dire comme ça. Le juif est à la fois particulier et universel. Et par conséquent, mais il peut revendiquer l'universalisme à partir de son particularisme. C'est ça toute la complexité, me semble-t-il, de cette affaire. Toujours est-il que ce qui est important ici, c'est que Yankelevitch nous dit le juif n'est pas seulement défini par le regard des autres, et le regard des autres, quand il définit le juif comme tel, l'enferme et donc nous rapproche de l'antisémitisme. En somme, le juif existe comme tel. Voilà. Mais on pourrait ajouter d'ailleurs, catégorie supplémentaire pour compliquer un peu le débat, que le philosémitisme fonctionne un peu de la même manière. C'est-à-dire qu'il regarde le juif, il le désigne comme tel, mais avec amour et non pas avec haine. Ce qui est aussi trouble, si vous voulez, comme phénomène. Mais laissons ça peut-être de côté. Pour moi, la grande affaire, c'est cette idée qu'on peut être défini par soi-même et en même temps par le regard de l'autre. Mais à partir de là, on rentre dans d'autres questions. Qu'est-ce qu'être juif? Qu'est-ce que c'est que l'identité juive? Je vais vous dire quelle est la plus belle définition que j'ai jamais rencontrée. C'est Richard Marienstrass qui la donne, qui a écrit un livre, il y a déjà 25 ou 30 ans, sous le titre « Être un peuple en diaspora ». Et dans ce livre, qui est un très très beau livre, il dit l'identité juive, enfin en gros, je vais vous expliquer. Les juifs passent leur temps à se demander qu'est-ce que c'est qu'être juif. Donc être juif, c'est se demander... être juif, dit-il, c'est se demander qu'est-ce que c'est qu'être juif. Et je trouve que c'est une très belle formulation. On pourrait citer aussi un autre document, qui est une enquête que Ben Gurion avait fait faire quand il était aux affaires, parce que c'était très compliqué en Israël de savoir qui est juif et qui n'est pas juif, et ça avait d'importantes dimensions de définition de l'état civil, de la citoyenneté, etc. Vous avez vous-même rappelé tout à l'heure qu'il n'y a pas que des juifs qui vivent en Israël. Et donc il a envoyé Ben Gurion à une 50aine de sages de par le monde, un petit questionnaire, une lettre, en leur disant écoutez, dites-moi ce qu'est être juif pour vous. Alors évidemment, quand il s'est adressé à beaucoup de gens très différents, il s'est adressé à pas mal de rabbins. Alors les rabbins ont fait tous à peu près la même réponse, à peu près. C'est-à-dire, on est juif parce que la mère est juive. Mais d'autres ont essayé de réfléchir, et c'était très difficile, et ils ne s'en sortaient pas très très bien. Et donc je crois que, quelle que soit la référence que l'on prenne, dire que les juifs sont capables de se définir eux-mêmes comme juifs, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas encore tout dit. Parce que justement, ils apporteront de nombreuses réponses qui ne seront pas toujours très convaincantes. Non, parce que si l'interrogation sur sa propre identité était le signe distinctif du judaïsme, il suffirait alors de se demander qui on est pour être juif. Oui, vous poussez peut-être le bouchon un peu loin. Je pense que beaucoup de gens se demandent qui suis-je. Bon, mais la réponse de Marienstrass, c'est une réponse qui nous dit il n'y a pas de réponse simple, il n'y a pas de réponse de clôture qui permettent de dire exactement qui est et qui n'est pas juif, parce que vous avez des juifs religieux, des juifs qui ne sont pas religieux, ni même croyants, vous avez des juifs qui ont un rapport donné à Israël, et des juifs qui ont un autre rapport à Israël. Vous avez également des rabbins qui refusent à quelqu'un le titre de juif au motif que sa grand-mère maternelle n'est pas juive, ce qui avait fait dire à Woody Allen que les nazis, eux, avaient les idées plus larges. Oui, on est très vite dans des paradoxes et dans des choses très compliquées. Alors, on va rester sur ce débat, et puisqu'on en parle depuis tout à l'heure, implicitement, Michel Vivorca, il faut quand même qu'on entende, et d'ailleurs pour l'auditeur c'est tout à fait intéressant parce que c'est un texte qui gagne à être connu, l'extrait fameux, archi-connu des réflexions sur la question juive de Jean-Paul Sartre conclut donc par cette phrase qu'on a retenue de Sartre: si le juif n'existait pas, l'antisémite l'inventerait. Un collègue au lycée me dit que les juifs l'agacent à cause des 1000 injustices que des corps sociaux enjuivés commettent en leur faveur. Un juif a été reçu à l'agrégation l'année où j'ai été collé, et vous ne me ferez pas croire que ce type dont le père venait de Cracovie ou de Lemberg comprenait mieux que moi un poème de Ronsard ou une églogue de Virgile. Mais il avoue par ailleurs qu'il méprise l'agrégation, que c'est la bouteille à l'encre, et qu'il n'a pas préparé le concours. Il dispose donc, pour expliquer son échec, de 2 systèmes d'interprétation, comme ces fous qui, lorsqu'ils se laissent aller à leur délire, prétendent être rois de Hongrie et qui, si on les interroge brusquement, avouent qu'ils sont cordonniers.
Sa pensée se meut sur 2 plans, sans qu'il en conçoive la moindre gêne. Mieux, il lui arrivera de justifier sa paresse passée en disant qu'on serait vraiment trop bête de préparer un examen où on reçoit les Juifs de préférence au bon français. D'ailleurs, il venait 27e sur la liste définitive. Ils étaient 26 avant lui, 12 reçus et 14 refusés. Eût-on exclu les Juifs du concours, en eût-il été plus avancé. Et même s'il eût été le premier des non-admissibles, même si, en éliminant un des candidats reçus, il eût eu sa chance d'être pris, pourquoi eût-on éliminé le Juif Veil plutôt que le Normand Mathieu ou le Breton Arzel? Pour que mon collègue s'indignât, il fallait qu'il eût adopté par avance une certaine idée du Juif, de sa nature et de son rôle social. Et pour qu'il décidât qu'entre 26 concurrents plus heureux que lui, c'était le Juif qui lui volait sa place, il fallait qu'il eût donné a priori, pour la conduite de sa vie, la préférence au raisonnement passionnel. Loin que l'expérience engendre la notion de Juif, c'est celle-ci qui éclaire l'expérience au contraire. Si le Juif n'existait pas, l'antisémite l'inventerait. Je voudrais qu'on entende, alors cette fois-ci de l'autre côté, de l'autre côté de la barrière, peut-être une autre façon de franchir la ligne, ce que disait Jean-Claude Milner du livre de Pierre Bourdieu, Les Héritiers. Je vous dis ça parce que, je vous propose d'entendre cet extrait, donc qu'on va entendre bientôt, parce que Bourdieu en 55, quand Aron écrit L'opium des intellectuels, reconnaît à Aron le mérite d'un livre pertinent, tout en disant que c'est un livre faux, parce que c'est en tant que bourgeois que Raymond Aron l'a écrit. En somme, la question était moins de savoir ce qu'Aron disait que celle du lieu d'où il parlait. Argumentaire qu'on retrouve chez Tariq Ramadan quand il dit c'est en tant que juif qu'on prend la défense d'Israël, que Taguieff, donc, Glucksmann, Finkielkraut ou Lévy prennent la défense d'Israël. Donc l'argument est tout à fait semblable. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Raymond Aron, lui-même, en 67, quand le général de Gaulle fait cette sortie tout à fait douteuse sur le peuple d'élite, sur de lui et dominateur, parlant du peuple juif, Raymond Aron veut écrire un texte qu'il finira par écrire contre cette sortie, donc, et au début s'interdit de le faire, car il devance le reproche qu'on lui fera de l'écrire en tant que juif. Alors, ce préambule clos, j'en viens à l'extrait en question. C'est un extrait de réplique, l'émission de l'ami Alain Finkielkraut, qui dit, dans lequel Jean-Claude Milner parle des héritiers de Bourdieu, justement, donc le fameux livre de Bourdieu et Jean-Claude Passeron, dans les termes suivants. J'ai ma thèse sur ce que veut dire héritier chez Bourdieu. Les héritiers, c'est les juifs. Vous croyez? Je crois que c'est un livre antisémite. Ah bon, oh là là. Mais oh là là. Écoutez, comme vous le dites très brutalement, et peut-être faudra-t-il consacrer une autre émission à cette question, question-là. Vous nous plongez dans une certaine... Je laisse de côté oui. ce point, mais la relation à l'héritage m'intéresse, parce que transmettre un héritage, c'est transmettre ce qu'on a. Et entre transmettre ce qu'on n'a pas et transmettre ce qu'on a, c'est deux choses totalement différentes. Et je pense que ce qu'il y a de fort dans la transmission du non-juif, c'est que le non-juif, on ne l'a pas. Si je veux dire, je suis juif. Je n'ai pas. Je porte le non-juif, mais en tant que... Vous voyez, c'est pas quelque chose que je possède. La culture française, pour reprendre le terme, c'est quelque chose dont je puis dire à un moment donné, je la possède ou je l'ai possédée. Mais c'est quelque chose de l'ordre de l'avoir. Catherine Clément. Non, je suis sous le choc. Je suis sous le choc de ce qu'il a dit sur Bourdieu. Donc oui. J'ai beaucoup de mal à me. Et malheureusement, nous n'avons pas le temps d'élaborer. Donc nous lui laissons pour le moment la responsabilité de cette phrase à charge d'explicitation. Mais cher Alain, je vous ai mis en garde contre le vocabulaire d'enracinement. Donc moi j'adhère à la pensée de Jean-Claude quand il parle des ensouchés. Je pense qu'il a raison d'être cinglant.
Voilà. Donc je comprends aussi pourquoi il peut comprendre que dans la mise en cause des héritiers, je comprends comment il peut y voir une forme de glissement vers un antisémitisme possible. Et j'étais sous le choc de cette pensée-là. Vous aurez beaucoup de mal à me faire revenir. Alors simplement, je dirais que nous aurons peut-être une discussion sur ce thème. Moi, je ne lis pas du tout les héritiers de cette façon-là. Je crois que Albert Thibaudet parlait dans La République du professeur, opposait les héritiers aux boursiers, félicitant la République justement d'ouvrir l'héritage aux boursiers, et le propos de Bourdieu, c'est son propos explicite, mais je crois que l'explicite est fort et déjà contestable, c'est de dire en fait il n'y a pas de boursiers, l'école est faite pour justement permettre aux héritiers de former l'élite, et en fait l'école ce n'est pas de la démocratie, c'est de la cooptation. Voilà. Est-ce qu'on est fondé, Michel Givorka, à faire une espèce de parallèle entre d'un côté la position de Ramadan qui va inventer le judaïsme de Pierre-André Taguieff pour justifier sa démonstration, et de l'autre côté la position de Jean-Claude Milner qui peut-être inventerait l'antisémitisme de Pierre Bourdieu pour justifier son discours sur l'héritage? On peut faire quelques pas dans ce sens, évidemment. L'un comme l'autre invente quelque chose pour fonder une thèse qui repose sur autre chose que ce qu'ils inventent. Donc il y a quelque chose de cet ordre. Mais enfin, ce qu'on vient d'entendre est quand même assez hallucinant. C'est assez hallucinant. Dès qu'il est question des Juifs et de l'antisémitisme, il y a toujours une tendance à être dans l'excès ou dans le défaut, à avoir trop d'antisémitisme ou pas assez. Alors, je pense que... Qu'est-ce que c'est pas assez? Alors, pas assez, je vais vous dire, c'est un crime antisémite a eu lieu quelque part, on dit que c'est un crime tout court. Bon, mais... Et qu'est-ce que c'est trop d'antisémitisme? C'est trop d'antisémitisme, c'est un crime est présenté comme antisémite alors qu'il ne l'est pas. Autrement dit, je prends des exemples auxquels on peut se référer même très concrètement. Il y a eu des épisodes récents où on a inventé complètement de l'antisémitisme, ou bien au contraire, on n'en a pas vu assez, on ne l'a pas perçu suffisamment. Et donc je crois qu'on est en permanence. Alors, comprenez, si Bourdieu est antisémite, ou si Bourdieu a écrit un livre antisémite, qui, d'une certaine façon, un livre, alors, qui n'est pas antisémite? Bon, je n'ai jamais été de l'école de Bourdieu, et je suis connu comme étant, si j'ose dire, de l'autre côté, donc, mais, quand on débat avec Bourdieu sur le contenu de ce qu'il avance, et non pas sur un procès qu'on lui fait de ce type. Et donc je trouve ça, comment dirais-je, assez déroutant si on s'intéresse à la qualité du débat d'idées. Mais en même temps, Michel Givorka, si on reste là encore dans une perspective sartrienne, à laquelle donc on a bien compris que vous n'adhériez pas complètement, hein, mais si on reste dans cette perspective sartrienne d'une fabrication du juif par l'antisémite, on pourrait considérer que l'antisémitisme est une tournure d'esprit plus qu'une haine du juif comme tel. En somme, l'antisémite n'aurait aucun besoin du juif, et qu'à ce moment-là, tout discours qui pratiquerait le délit de faciès, ou qui fustigerait chez quelqu'un son goût pour l'argent, ses liens avec les puissants, son américanolatrie, ou sa vulgarité, ou voire son accent pied noir, entendait en l'occurrence les discours haineux à l'endroit du président Sarkozy, relèverait également, dans la logique qui est celle de Milner, d'une logique antisémite. Oui, mais c'est pour ça que c'était inacceptable. J'avais lu un livre il y a assez longtemps, donc je cite un peu de mémoire, d'un journaliste, je crois qu'il est mort depuis, qui s'appelait Paul Landweil. Le titre c'était L'antisémitisme sans juif. Bon, et moi j'ai observé quelque chose de cet ordre en Pologne dans les années 80. C'est-à-dire que dans des situations où il n'y a plus ou pas un seul juif, l'antisémitisme peut être extrêmement présent dans le débat, dans le discours, dans les prises de position, dans les sermons dans les églises, etc. Et par conséquent, à la limite, l'antisémite peut se passer du juif réel, concret. Inversement, c'est pour ça que je dis qu'il y a toujours de l'excès et du défaut. Inversement, vous avez des situations concrètes où coexistent des juifs et des gens qui sont autre chose, où il peut y avoir toutes sortes de problèmes, évidemment, mais où il est difficile de ramener tous ces problèmes, s'il s'agit de problèmes avec les juifs, à de l'antisémitisme. Donc, faisons la part des choses en permanence. Il n'y a pas une règle générale. Quand on est confronté à ces questions, je crois qu'il est très intéressant de faire la part des choses et de se dire, voilà, dans telle expérience concrète, dans tel propos, dans tel discours, qu'est-ce qui est fondé, qu'est-ce qui est sérieux, qu'est-ce qui repose sur quelque chose que je peux empiriquement constater, et qu'est-ce qui est purement fantasmagorique, comment inventé. Mais néanmoins, Michel Givorka, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, par exemple, voici le texte de la profession de foi d'un certain nombre d'intellectuels qui soutenaient Ségolène Royal pendant
la campagne présidentielle... Attendez, vous n'allez pas me dire que ceux qui ont soutenu Ségolène Royal sont antisémites. Mais moi, je ne vous dis rien. Je ne fais Non, que poser des questions. On parle de ça. Précisément, mais voici le texte. Nicolas Sarkozy est à la fois le candidat du pouvoir financier, du pouvoir personnel et du désordre mondial. Soutenu par la nouvelle aristocratie financière, il incarne la soumission de la politique à l'argent. Favorable à un renforcement des pouvoirs présidentiels, il incarne la tentation du césarisme contre l'approfondissement de la démocratie. Engagé aux côtés de l'actuelle administration américaine, il incarne le risque des aventures impériales, du choc des cultures et de l'affrontement des peuples. C'est le candidat de la peur. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de dire que ce texte est antisémite, mais est-ce qu'il n'y a pas dans ce texte des relents, si vous voulez, un arrière-fond étrangement nauséabond? C'est un moment, finalement, où la haine prend le pas, tout simplement, sur la critique politique telle qu'elle est nécessaire et indispensable en démocratie. Je vous donnerai totalement raison. Il y a quelque chose, je dirais pas des relents, mais je dis que ça joue sur un registre dans lequel l'antisémitisme, chez d'autres, pourrait trouver sa place. Et je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup frappé ces derniers temps parce que il m'a beaucoup troublé. J'étais aux États-Unis pendant la campagne présidentielle récente. Et j'écoutais les discours un peu sur ce type de discours vis-à-vis d'Obama. Que lui reprochait-on dans le camp McCain? Non pas McCain lui-même, mais plutôt sa colistière et d'autres. Il n'est pas vraiment noir. Il est différent. D'où vient-il? Ne serait-il pas un peu cosmopolite? Barack Hussein Obama. Il a fait des études à Harvard, c'est un intellectuel, etc. Et je me disais, on ne le traite plus, ou pas, comme on traite les Noirs américains classiquement, dans le racisme classique que nous évoquions au tout début de cette rencontre. Non, on le traite avec des catégories qui sont un peu les mêmes que celles qui sont utilisées dans l'antisémitisme classique. Et donc, je crois qu'il y a un registre qui joue à un niveau qui n'a pas besoin d'être explicite, qui est un registre dans lequel il n'y a pas besoin de parler des Juifs, il n'y a pas besoin de se dire antisémite, etc., mais un registre où on touche à des éléments qui renvoient dans l'histoire si fortement au thème de l'antisémitisme, à la haine des Juifs, qu'effectivement, là, il faut être, comment dirais-je, soupçonneux, ou prudent, ou précautionneux, ou en tout cas très vigilant. Alors, en ce qui concerne cet appel, par exemple, que vous venez de lire, évidemment, je ne soupçonnerai absolument aucun des signataires d'un tel appel d'avoir voulu faire un texte antisémite. Personne ne les soupçonne de ça. En revanche, c'est la tonalité. Mais le registre sur lequel il joue, ce registre, effectivement, comment dirais-je, flirte avec des éléments nauséabonds, flirte avec des choses qui pourraient rappeler d'autres temps. Et donc, je crois que c'est une bonne leçon pour ceux qui veulent faire de la politique, entrer dans le débat public. Il faut savoir qu'on ne joue pas avec n'importe quel registre, n'importe comment. Et ça, c'est un bon exemple. Et que dans le débat public, on a besoin de critiques plus que de haine. On va sortir du terrain de la nuance, Michel Dievorka, avec vous, pour entrer cette fois-ci dans un registre, alors là, pour le coup, carrément antisémite, objectivement antisémite. Je vous propose d'entendre une archive tout à fait étonnante, édifiante, sur la grande exposition qui avait eu lieu au Palais Berlitz en septembre 41. L'exposition était intitulée Le Juif et la France. Écoutez la voix et les propos du journaliste qui présente cette exposition, et puis la lecture du poème, et je mets le mot entre guillemets, qui s'ensuit. Revenons à Paris, où une exposition très intéressante vient d'ouvrir ses portes. C'est l'exposition Le Juif et la France, qui nous montre impartialement toute l'importance que les Juifs avaient prise dans notre pays, non seulement dans le domaine économique et politique, mais aussi sur le plan intellectuel. L'un de nos reporters va vous conduire maintenant à l'exposition Le Juif et la France. Il y a quelques jours, vous ne l'avez point oublié sans doute, je vous ai convié à suivre avec moi les préparatifs de l'exposition Le Juif et la France au Palais Berlitz. Exposition organisée par l'Institut d'études des questions juives. Et c'est aujourd'hui l'inauguration de cet institut. Inauguration qui a lieu devant toutes les personnalités, devant la presse. En ce moment, les Sunlight,
les appareils de photographie sont braqués sur une petite tribune au pied d'une grande statue qui est dans le hall et qui représente la France libérée, une statue toute blanche, et c'est maintenant Jacques de Féraudy qui dit un poème dont il est l'auteur, et bien entendu un poème de circonstance. Va-t'en donc, juif, va-t'en, remporte ta besace, va rejoindre là-bas les frères de ta race, qui n'ont rien fait de mieux pour me montrer leur cœur que de m'abandonner au vent de mon malheur. Comme afin de renaître à l'heure où l'aube luit, le jour semble arracher le manteau de la nuit, d'une chaîne infernale enfin je me délivre, et te chasse à jamais, parce que je veux vivre. Un édifiant poème de circonstance, Michel Viviorca, n'est-ce pas? Oui, c'est des années terribles quand on écoute ça, et puisqu'on citait Sartre à plusieurs reprises, on comprend très bien quand il a pu dire que après ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, on sait que l'antisémitisme, ça n'est pas seulement une opinion, c'est un crime. Et donc je trouve que ça me rappelait cette formule de Sartre. Je voudrais ajouter aussi autre chose, c'est que cet antisémitisme-là consiste à dire les Juifs menacent l'intégrité de la nation. Aujourd'hui, il existe encore cet antisémitisme-là, bien sûr, mais les nouveaux avatars de l'antisémitisme disent quelque chose de différent sur les Juifs. Ils ne disent plus ça. Ils disent plutôt les Juifs ont réussi à s'intégrer, ils ont réussi à trouver leur place dans la nation, dans la République, on ne le conteste pas, mais pourquoi eux et pas moi? Pourquoi moi je n'arrive pas à trouver ma place? Vous voulez dire que la difficulté qu'il y aurait par exemple dans les écoles à enseigner des pages d'histoire aussi sombres que celle-là tiendrait non pas par exemple à la difficulté pour la France de faire l'analyse de sa propre histoire et des pages les plus sombres de son histoire, mais tiendrait davantage à une forme de concurrence victimaire qui consisterait à dire on ne parle que des souffrances des uns et pas de celles des autres. Alors, c'est une difficulté qui est peut-être surestimée, mais surintériorisée aussi par les enseignants eux-mêmes. C'est-à-dire que peut-être que la réalité n'est pas si compliquée que ça dans une classe. Mais l'enseignant qui se dit « Oh là là, j'ai dans ma classe des petits arabes, j'ai dans ma classe des petits musulmans, j'ai dans ma classe des gens qui, d'une façon ou d'une autre, vont mal réagir si je commence à parler d'Israël, de la Seconde Guerre mondiale, du nazisme, etc. » Et donc, cet enseignant-là, si il n'y voit pas très clair, il risque d'exagérer, d'amplifier les difficultés qu'il va avoir. Et donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il s'est passé tellement de choses, y compris depuis la Seconde Guerre mondiale, qu'il faut bien voir que dans une classe ou dans une cour d'école, les enfants sont au courant de certaines choses, ont des informations qu'ils croient parfois réelles, voient des choses à la télévision, sont pour les plus âgés en tout cas connectés sur Internet, etc. Et donc que la parole de l'enseignant, y compris là-dessus, sera contrebalancée par d'autres choses qu'entendent les enfants. Ça ne mène pas forcément à la concurrence des victimes que vous évoquiez, mais ça peut aussi y mener. Pourquoi est-ce qu'on parle du malheur des Juifs et qu'on ne parle pas du malheur des Noirs qui ont été victimes de l'esclavage ou de la traite négrière? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du malheur de ceux qui ont été colonisés en Afrique du Nord, etc. Autrement dit, tout ça existe et tout ça, comment dirais-je, n'est pas insoluble. C'est ça que je voulais vous dire. Tout ça n'est pas insoluble si les enseignants sont bien préparés et s'ils ne sont pas en permanence dans cette espèce d'attitude qui fait qu'ils ont peur, qu'ils seront maladroits, qu'ils ne sauront pas comment se comporter, soit en situation délicate, soit même simplement pour introduire certains thèmes. Un jeune sent tout de suite si un enseignant est pas à son aise pour faire quelque chose. Dans une classe, ça se sent tout de suite. Alors sur ce thème de la concurrence, il y a quelqu'un qui désormais est une figure politique, c'est Dieudonné. J'avais dit qu'on parlerait de Le Pen, on va commencer par son ami Dieudonné. C'est Dieudonné qui est entré en politique également. Alors d'abord il est entré en politique pour lutter contre le Front National, puis il a changé d'avis, expliquant que en somme on ne parlait que des Juifs et qu'au moment par exemple des commémorations du 60aire de la libération des camps, qui reprenant l'expression d'Edith Zertal parlait de pornographie mémorielle au sujet de ces commémorations. Alors je voudrais qu'on entende la voix de Dieudonné qui apporte un soutien paradoxal, peut-être dont
ceux qu'il soutient se seraient bien passés, à Charlie Hebdo. Dans le film réalisé par Daniel Lecomte, C'est dur d'être aimé par des cons, le film qui revient sur l'affaire des caricatures du prophète et le soutien, donc entre guillemets, que Dieudonné apporte à Charlie Hebdo. Je voudrais qu'on réfléchisse ensemble sur l'argumentation qu'il développe. Écoutez. Moi, j'ai fait un sketch sur un colon israélien. Là, c'était une polémique qui a duré 3 ans. J'ai gagné effectivement tous les recours, j'ai gagné tous ces procès. Donc, je suis moi pour une liberté d'expression totale. On condamnerait des gens, par exemple, pour antisémitisme. Et par contre, pour l'islamophobie, non, c'est plus un problème, parce que c'est clairement, évidemment, un acte islamophobe. Charlie Hebdo, il faut leur laisser la possibilité de cracher au visage des Noirs, comme ils l'ont fait, et des musulmans, et laisser la possibilité aux Noirs et aux musulmans de cracher aussi à la gueule des autres. C'est comme ça, la liberté d'expression, elle ne peut pas être dans un seul camp. Liberté d'expression. Liberté d'expression. Monsieur Lanzmann, ça suscite quoi comme sentiment chez vous? On a l'impression que ça déchaîne les passions, ce procès aujourd'hui. Ça déchaîne des passions parce qu'il y a de quoi les déchaîner véritablement. Si jamais ce procès était gagné par les plaignants, nous ne serions pas dans la même France. Nous ne serions pas dans le même pays. Alors donc, la voix de Dieudonné suivie de la voix de Claude Lanzmann, l'auteur de Shoah. Dans l'argumentaire que développe Dieudonné, il dit les caricatures du prophète sont islamophobes, qui est le point évidemment que contestaient ceux qui avaient publié les caricatures. Je ne dis pas d'ailleurs ceux qui les ont faites, mais ceux qui les ont, en tout cas ceux qui ont choisi de les publier. Et disant que ces caricatures sont islamophobes, il revendique le droit de cracher à la gueule des autres. Évidemment, c'est intéressant qu'ils disent les autres. Alors, que pensez-vous de cette façon qu'il a donc de soutenir ce qu'il appelle la liberté d'expression? Bon, écoutez, on met tout sur le même plan. Tout peut être dit, voilà le discours, tout peut être dit, et par conséquent, ne m'empêchez pas moi de cracher ma haine sur tel ou tel groupe, les autres, comme il dit. Ça me semble assez inacceptable. En quoi est-ce inacceptable? Est-ce que c'est parce que les caricatures ne sont pas islamophobes, mais s'en prenaient aux intégristes? Je vais vous dire pourquoi. Les caricatures, moi, telles que je les ai perçues, oui, elles sont évidemment pas très, comment dirais-je, pas très agréables pour des musulmans, je suppose. Mais enfin, d'abord, elles visent une religion. Être juif, c'est pas seulement une religion. On en a parlé tout à l'heure de l'identité juive, premièrement. Et surtout, elles ne sont pas, ces caricatures ne constituent pas un appel à la haine, me semble-t-il. Et pour moi, c'est ça le vrai problème. Moi, il y a des caricatures que je n'aime pas, il y en a d'autres que j'aime, mais chaque fois que je regarde une caricature et qu'elle ne me plaît pas, je me dis pourquoi est-ce qu'elle ne te plaît pas? Est-ce que c'est parce qu'elle heurte mes convictions, en général? Et dans ce cas-là, j'ai tort. Ou est-ce que c'est parce qu'elle touche à quelque chose de plus précis et de plus limité? Elles vont dans le sens de la haine, de l'appel à la violence, etc. Et donc moi, je pense que la liberté d'expression dans un monde où il n'y aurait pas cette dimension, pourquoi pas? Tout devrait pouvoir être dit dans ce cas-là. Mais vous comprenez, quand Dieudonné explique... Donc on ne peut pas mettre sur le même plan le sketch de Dieudonné faisant le salut nazi déguisé en rabbin et les caricatures du prophète. Non, me semble-t-il, parce que les caricatures du prophète ne sont pas un appel à la haine de l'islam ou autre, même si, comment dirais-je, elles ne sont pas sympathiques, évidemment. Mais elles ne s'inscrivent pas dans une histoire d'une épaisseur considérable, qui est que le discours antisémite est un discours de haine, de violence, qui a conduit au génocide, qui peut conduire à la barbarie. Donc, si vous voulez, c'est pas du même ordre. Ça n'est pas du même ordre, et c'est pourquoi je pense on ne peut pas tout mettre à plat comme ça et dire il y a une concurrence des victimes. Parce que c'est ça le discours à la Dieudonné. C'est un discours qui consiste à dire finalement les Juifs, on peut parler de la Shoah, on peut parler, ils occupent tellement le terrain qu'ils ne nous laissent pas mettre en avant d'autres drames historiques, celui de l'esclavage, celui de la traite négrière. Et peut-être qu'en plus, les Juifs ont profité de notre drame historique. Voilà, en gros, le discours que moi j'entends, que moi je perçois chez Dieudonné. Alors, on n'est pas, si vous voulez, dans ce domaine-là, on n'est pas dans une sorte de simple concurrence. Il y a autre chose qui est en jeu. Alors, Dieudonné racontait lui-même qu'il avait été surpris finalement de trouver Jean-Marie Le Pen sympathique et d'être de se découvrir des attaches communes avec lui et la possibilité d'une amitié. Peut-être que si, alors on va écouter maintenant la voix de Jean-Marie Le Pen qui parle du Bnei Brit. Association à laquelle il attribue un pouvoir démesuré, et peut-être essayer de comprendre dans quelle mesure, étant donné que
Dieudonné sous-entend que bien souvent, en somme, les médias sont dans la main de ceux qui, alors dont on peine à dire le nom, mais de ceux qui, en gros, empêchent la liberté d'expression. C'est l'expression qu'il emploie, hein, ce sont les euphémismes de Dieudonné. Voici un propos qui est tout à fait semblable, en tout cas qui y ressemble beaucoup dans la bouche de Le Pen, et je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Le Mébrit est une grande organisation maçonnique, je crois exclusivement juive, et qui a sans doute ses propres motivations. Je ne les comprends pas bien, je ne vois pas en quoi ces motivations justifient que le Front National soit exclu de la vie politique française, puisque celui-ci n'est pas à proprement parler, loin de là, une force antisémite. Je sais pas, peut-être faut-il un plastron, peut-être faut-il une cible. C'est prêter beaucoup d'influence à une petite organisation comme le Mébrit de vouloir exclure et de parvenir à exclure le Front National de la vie politique française. L'organisation maçonnique uniquement juive. Écoutez, je pense qu'effectivement, on est dans la paranoïa. Ou en tout cas un discours qui a les caractéristiques de la paranoïa, c'est-à-dire des forces ici plus ou moins obscures, considérables, veulent à tout prix nous expulser de la vie politique française. Et puis comme vous le dites, quand on y va voir de près, en tout cas en France, parce qu'aux États-Unis, c'est vrai que c'est une organisation relativement importante, hein, le Mébrit. Mais en France, on peut pas dire que c'est une organisation très très puissante ou très très importante. Donc si vous voulez, mais ça fait partie de l'antisémitisme, le complot, les forces du mal, c'est paranoïaque. Mais alors justement, est-ce que le complotisme est un effet de l'antisémitisme, ou est-ce que l'antisémitisme est une des versions du complotisme ou d'un tempérament complotiste ? En somme, est-ce qu'on peut être partisan des théories du complot sans être antisémite ? Bien entendu. C'est une des formes que peut revêtir. Enfin, disons que l'antisémitisme n'est pas nécessairement dans une théorie du complot, et toutes les théories du complot ne sont pas nécessairement antisémites. Mais ça va bien ensemble. Ça va bien ensemble parce que les Pourquoi Juifs. Ça va bien ensemble ? Parce que dans toute l'histoire de la haine des Juifs, il y a toujours eu cette dimension de, comme disait Poliakov, de causalité diabolique. On cherche un bouc émissaire, on cherche une explication un peu magique, on cherche des forces maléfiques souterraines, et si on ne les a pas, si on ne les trouve pas, on les invente. On pourrait prendre un autre exemple qui est très connu, c'est celui que Taguieff a très bien étudié, des protocoles des sages de Sion. Alors, il faut rappeler là encore, hein, pour mémoire, on le fera jamais assez, que le protocole des sages de Sion, qui est un succès de librairie dans certains pays d'ailleurs, le protocole des sages de Sion est un faux grossier rédigé par la police russe, hein, l'Okhrana en 1905. C'est ça, c'est un document qui a été utilisé par le pouvoir tsariste pour fomenter la haine des Juifs à partir donc de quelque chose qui n'a jamais existé. Et vous avez raison de le dire, il faut le dire. Aujourd'hui encore, il faut le dire et le rappeler parce que document, c'est un succès de librairie encore aujourd'hui. Circule. Et donc voilà un autre exemple de causalité diabolique, de construction paranoïaque qui permet d'imputer aux Juifs tous les malheurs du monde. Ce qui faisait dire d'ailleurs à Woody Allen dans Un trait d'humour que quand un juif est déprimé, il faut absolument qu'il discute avec un antisémite, puisque à l'instant il se retrouve en situation de maître du monde. Oui, on peut le dire comme ça, bien sûr. C'est une façon de remonter le moral. Merci Michel Vivorca.